www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Des nouvelles rassurantes concernant la radiothérapie. La machine qui traite les malades atteints de cancer devrait être fonctionnelle très prochainement. Elle a été présentée cet après-midi à l'hôpital Le Dantec. L'agence de la CMU, de son côté, reconnaît sa dette mais ne veut pas donner de chiffres. Elle compte l'éponger avant la fin du premier trimestre de 2018. Vous entendrez son secrétaire général dans cette édition. Manifestation de colère des habitants de Ngandiouf dans l'arrondissement de Niakhène. Après une importante découverte de phosphate dans la zone, plusieurs villages sont menacés de déguerpissement. Et puis des banques céréalières pour mettre à l'abri le monde rural durant les périodes de soudure. La direction de l'agriculture, le programme alimentaire mondial et l'ONG World Vision entendent mettre en œuvre le sens du guide pratique qui faisait l'objet ce matin d'une rencontre de partage et de validation. Certainement, vous suivrez le compte-rendu dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'ai annoncé dans le titre avec ces nouvelles qui rassurent un peu plus les populations sénégalaises concernant la radiothérapie, cette machine qui traite les malades atteints de cancer, qui devrait être fonctionnelle très prochainement. Elle a été présentée cet après-midi à l'hôpital Le Dantec. Certainement, peut-être, espérons-le avant la fin de ce journal, vous aurez l'élément d'Ibrahima Khan. L'agence de la couverture maladie universelle reconnaît sa dette mais ne veut pas donner de chiffres. Elle compte éponger cette dette avant la fin du premier trimestre de l'année 2018. Selon Momodou Racine Senghor, secrétaire général de la CMU, cette agence couvre 50% de sa cible. Elle compte réformer son système informatique. Je vous propose de l'écouter. Ils sont ouverts à Chérante Diop et Selatia. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons dépassé un peu le taux de 47% et le pourcentage pourrait se situer aux alentours de 50%. N'est-ce pas? C'est vrai que par rapport à l'objectif, il y a certainement des performances qui ont été réalisées parce qu'on est parti de 20%. Nous avons une enveloppe, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent à payer aux structures, mais c'est tout à fait normal. Partout dans le monde, les systèmes assurantiels fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup d'argent que mobilise la CMU. C'est un peu même ça le sens de notre rencontre, c'est d'expliquer, n'est-ce pas, comment l'argent compte, n'est-ce pas, procéder pour résorber, n'est-ce pas, la dette que nous avons vis-à-vis des hôpitaux, en améliorant un peu le système de contrôle, en améliorant un peu le système de ciblage. Et nous pensons que par rapport à cette manque d'argent que nous devons payer aux structures, dans le cadre d'un dialogue social constructif, nous pourrons trouver les solutions les meilleures. Nous avons pensé, nous avons travaillé déjà au niveau interne à un plan, pas à un plan d'appurement, mais à un plan de règlement. Et nous comptons, à partir du mois de février, déjà commencer à déployer, n'est-ce pas, notre dispositif de règlement de ces différents problèmes. On a présenté tout à l'heure le système d'information. Parce que nous avons vu effectivement que si nous ne réformons pas un peu notre dispositif informatique, n'est-ce pas, il va nous être très difficile d'avoir un bon ciblage, n'est-ce pas? Et ça va poser des problèmes même de pérennité et de soutenabilité du programme, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons pensé à dématérialiser, à mettre en place un important système informatique qu'on appelle le SIGI-CMU, qui va nous permettre d'améliorer la gouvernance du système. Les élèves sages-femmes et élèves infirmiers du centre de formation de Ziguinchor ont décrété 72 heures de grève renouvelable après un sit-in dans leur établissement. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions d'études. Écoutons à ce propos leur porte-parole. Il s'appelle Zakaria Abari. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, le CRFS est en colère. Nous sommes en colère parce qu'on a des problèmes. Et ça a duré, ce n'est pas la première fois, ça a duré un peu plus. On a un problème de professeurs depuis le mois d'octobre jusqu'à nos jours. On n'a fait aucune spécialité médicale parce que tout simplement, l'État refuse de payer les professeurs. Oui. Ça, ce n'est pas normal. On n'a pas reçu nos bourses depuis le mois d'octobre jusqu'à nos jours. Oui, et ça, nous déplorons ça. Pour une école de formation, on nous dit qu'on fait une approche par compétence.
alors qu'on n'a pas de wifi. Ça, c'est anormal et c'est contradictoire. Alors qu'on a trouvé ici un bâtiment vieux, on n'a même pas de bâtiment digne de son nom. Ça, c'est pas normal. Et on manque de ressources matérielles. On n'a pas de vidéoprojecteur, on n'a pas de chaise, on n'a pas de photocopieuse, on n'a pas de moyens de transport. Notre bus est garé ici depuis des années. Nous appelons les autorités étatiques de nous prendre au sérieux et de régler nos problèmes. Et pour cela, nous décrétons 72 heures renouvelables. Et si rien n'est fait d'ici cela, nous allons paralyser le système. Je vous l'annonçais dans les titres, Angan Diouf, dans l'arrondissement de Niakhène, un important gisement de phosphate a été découvert, mais pas de compromis entre les populations impactées et la société chargée d'exploiter la ressource. Plusieurs villages sont menacés de déguerpissement. Leurs habitants ont manifesté. La CEFOS, maîtresse d'œuvre du projet, tente d'apporter des éclairages dans cet élément signé Charante Diop et Seylatir. Ngassama, Loukouk, Lahas, Begel et plusieurs autres villages de la commune d'Angan Diouf dans l'arrondissement de Niakhène risquent d'être déguerpis du fait de la découverte d'un important gisement de phosphate dans ces localités. On a des inquiétudes sur ce qui arrive chez nous parce qu'on a vu qu'ici dans notre zone, on a pu explorer des phosphates dans le site de Begel, qui polarise d'ailleurs 16 villages. La CEFOS est la société chargée d'exploiter le phosphate, mais selon les populations, il n'y a toujours pas de proposition concrète. Il y a des préalables, parce que l'exploitation de la phosphate, qu'on soit très clair, personne ne refuse cela. Seulement, ce que nous voulons, nous les habitants de la zone, nous voulons d'abord qu'on nous applique le 4e point du référendum, qui nous dit clairement que pour toute exploitation minière, il y a d'abord l'avantage des occupants. La Sénégalaise des phosphates, maîtresse d'œuvre du projet, a apporté des éléments de réponse. Nous avons développé ce qu'on appelle une charte RSE et c'est la première fois qu'une entreprise minière publie une charte RSE en phase de recherche. Nous sommes dans le processus d'acquisition de permis d'exploitation, donc normalement la charte, on devait la sortir au moment où on démarre l'exploitation. Donc cette charte-là, ça permet en 6 points au moins de prendre en compte toutes les inquiétudes des populations. Le collectif demande à l'État d'aider ces populations pour qu'elles puissent bénéficier des retombées de cette exploitation. Charante Diop, la coalition des centrales syndicales du Sénégal veut l'institutionnalisation du dialogue social au niveau des secteurs et des branches professionnelles par un dialogue social inclusif et constructif. Au moment où le Front social est en ébullition, la coalition a rencontré le ministre du Travail pour jouer sa partition. Abdoulaziz Sy, le coordonnateur, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Tous les secteurs bougent. Ça se fait remarquer par des demandes de marche, et même des marches, des préavis de grève, des déclarations. Alors, mais bien avant, l'UDTS, pour ne pas dire la prophétie, a une vision prospective. Avec son partenaire privilégié qui est la CNP internationale des Pays-Bas, avec les centrales syndicales, avait déjà collaboré et élaboré un plan d'action. Et les 2 principaux thématiques, c'était le dialogue social constructif et l'employabilité. Et nous avons dit donc, pourquoi un dialogue social constructif est inclusif? Parce que nous avons une histoire de dialogue social. Nous avons le pacte de 2002, nous avons le Conseil national du dialogue social, et aujourd'hui nous avons le Haut Conseil. Malgré tous ces dispositifs, il y a des difficultés au niveau du dialogue, il y a des ruptures de dialogue. C'est parce que nous avons l'impression que des étapes importantes ont été oubliées, et c'est le cas des secteurs et des organismes professionnels. Procès Khalifa Sall à présent, maître Elas Diouf exclu des débats par le juge Malik Lamotte. L'avocat s'était constitué pour défendre la mairie de Dakar, partie civile dans ce procès. Le bâtonnier joue au médiateur, un procès qui se poursuit toujours. Les concertations sur le processus électoral au point mort. Une partie de l'opposition a quitté la table des négociations. Le politologue Momar Diong pense qu'il sera difficile, voire impossible, de trouver un consensus sur les questions et entrer à la présidentielle de 2019. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Je crois qu'il y a la position qui a été prise par la société civile lors d'échéances comme le référendum, où certains ont même appelé à voter non.
Il y a également une bonne partie de la société civile est phagocytée même par le pouvoir en place. Les voix les plus autorités de la société civile se sont complètement tues. Et je crois que ceci a un peu décrédibilisé la société civile. Et ceci en perte de vitesse. En perte de vitesse et surtout dans le cas d'espèces pour arriver à arrondir les angles. C'est un problème de confiance donc entre acteurs. Donc c'est un problème de confiance entre acteurs et très sincèrement, il me semble qu'il n'y a qu'une seule façon pour l'opposition de parvenir à faire en compte que la majorité prenne en compte ses positions, c'est bien évidemment le rapport de force. Et je crois que ça va commencer d'ailleurs avec la marche initiée par le PDS et ses alliés le 9 février pour amener le président de la République à tenir compte des points qu'il avait consignés dans une plateforme qu'il lui avait rendue et à propos de laquelle le président de la République n'a même pas daigné répondre. 16 huissiers de justice sont prêtés serment au niveau national, ce qui porte désormais le nombre à 53 dans notre pays, et la ville de Saint-Louis a bénéficié de 2 autres. Toutefois, le président de l'ordre des huissiers de justice du Sénégal plaide pour que les autres régions, à l'exemple de Louga, Tamba, Matam, Sédhiou et Kédougou, bénéficient d'un huissier ou bien d'huissier reconnu. Jean-Baptiste Kamaté, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Parce que dans des zones comme Matam, comme Louga, comme Kaffrine, comme Kédougou, comme Sédhiou, il n'y a pas d'huissier de justice. Et bien évidemment, les 2 éléments qui composent un peu l'accessibilité à la justice, c'est l'accessibilité géographique, il faut que l'huissier soit là, tout juste à portée de main, premièrement, et 2, il faut que le service soit permanent. Malheureusement, du fait de la distance, du fait de l'inexistence d'huissiers dans ces zones-là, on est obligé, le justiciable est obligé de recourir à l'huissier de justice qui se trouve souvent à des centaines et des centaines de kilomètres. Ce sont les difficultés récurrentes d'exécution que nous avons notées. Ces difficultés récurrentes d'exécution sont liées à une opposition quasi systématique du justiciable lorsqu'on vient pour faire une saisie, lorsqu'on vient pour faire une expulsion. Évidemment, comment vaincre cette inertie-là, comment vaincre cette opposition-là? La loi, la formule exécutoire prévoit le recours à la force publique. Nous parlons à présent d'agriculture. Ne plus vivre des périodes de soudure et assurer au village des banques céréalières. C'est le sens du guide pratique du mise en œuvre et de suivi de ces banques élaborées grâce au partenariat entre la direction de l'agriculture, le programme alimentaire mondial et World Vision. C'était l'objet d'un atelier qui s'est tenu ce matin à Dakar, compte rendu signé Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Il découle d'un long processus entamé en 2009 et sanctionné par une étude diagnostique référentielle sur la période du 6 novembre au 4 décembre 2017. Le guide pratique de mise en œuvre et de suivi des banques céréalières villageoises donne un aperçu des résultats sur les régions à l'exception de Dakar, Thiès et Louga. Sur 771 BCV qu'on a implantés, 712 sont fonctionnels et 59 non fonctionnels. Et ces 712 BCV ont pu donc collecter donc à l'actif plus de 5400 tonnes de céréales, donc valorisées à plus de 850 millions. Les banques céréalières villageoises, outils contre la faim et instruments de résilience des ménages vulnérables, offrent du coup beaucoup d'opportunités. En période donc de soudure, les BCV achètent donc les céréales auprès de leurs membres, de leurs sociétaires, à des prix plus élevés que les prix d'acquisition donc des commerçants. À titre d'exemple, donc si en période de soudure donc le commerçant propose 60 francs, les BCV vont proposer 100 francs pour protéger leurs membres. Donc c'est des mécanismes qui permettent aux producteurs de faire face donc aux périodes de soudure, de faire face à la vulnérabilité. La direction de l'agriculture, le PAM et l'ONG World Vision pour une agriculture durable par des pratiques innovantes multiplient les stratégies.
Parlons de la campagne arachidière qui se déroule bien. On en croit, le directeur de l'agriculture, Oumar Sané, reconnaît tout de même certaines difficultés qu'ont les paysans à écouler leurs produits, mais quand même il reste du temps. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Une campagne de commercialisation, c'est 2 phases. Donc la première, c'est de décembre au mois d'avril. On est jusqu'au mois de janvier. Il reste février, mars et avril. Donc, à la suite, on fait une suspension pour la distribution des intrants. Après, il y a, à partir du mois d'août, on ouvre aussi le marché pour collecter les stocks résiduels. Donc aujourd'hui, au moment où on parle, on ne peut pas faire encore de conclusion sur la collecte des gens. La collecte se déroule bien. Et sur le terrain, donc au niveau des usines, ils sont en train de réceptionner, les producteurs donc sont en train de vendre, et les points de collecte aussi, même s'il y a quelques difficultés à surmonter, ça c'est normal. Donc nous faisons 1 400 000 tonnes, c'est une production record Sénégal. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre le maximum possible donc pour collecter. Mais au moment où l'on parle, la collecte urbaine, on est à plus de 250 000 tonnes collectées sur le terrain. La NPS fait le point sur les accréditations pour les journalistes sénégalais devant couvrir le mondial en Russie. Au total, 35 ont été obtenus pour la presse écrite, des sites d'information et des photographes. Abdoulaye Thiam, le président de la NPS, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Pape Faraning. Pour cela, nous avons reçu environ 42 demandes totales pour 35 accréditations. Au total, nous avons distribué 17 accréditations au quotidien et hebdo, 5 sites, une agence de presse et 2 freelances. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains une énorme responsabilité que la FIFA nous a confiée. Et dans cette confiance, les règles sont préétablies, c'est clair. Il est clairement dit que ces accréditations concernent les journalistes de la presse écrite et les photographes. Pour ceux qui ont déposé pour un journaliste et un photographe, que le journaliste soit accrédité et que le photographe soit un caméraman par exemple, qu'ils ont voulu convertir en photographe, nous avons refusé et nous allons restituer le 1 million à l'organe de presse qui avait déposé pour 2 personnes. Nous avons voulu vraiment être stricts, être réglo dans la distribution des codes. Nous parlons de lutte avec le choc qui s'est tenu hier au stade Léopold Sédar Senghor Modulo, qui remporte son combat devant l'Acte hier sur décision arbitrale. En choc de 40 minutes qui, de l'avis d'un gagne-gagne, chroniqueur de lutte, Futur Média, aura tenu toutes ses promesses et qui aura permis de rehausser la valeur de la lutte sénégalaise. Il a rencontré notre reporter Cheikh Hassan Affal. 40 minutes de combat et à la fin, une victoire par décision arbitrale. Voilà le résumé du choc ayant opposé Lac de Guiers 2 à Modulo. Un combat assez riche pour Aladji Ngandiaye. Tout le monde ne peut pas être satisfait de ce combat. C'est une réalité en matière de sport. Hier, on a assisté à un véritable spectacle. Les lutteurs se sont donnés. La prestation des 2 lutteurs lors du combat d'hier est analysée. Modulo et Lac de Guiers 2 ont eu des empoignades. Chacun a cherché à faire trébucher son adversaire. Il y a eu un combat dans la bataille et j'ai noté que Modulo était plus vivace grâce à sa posture et son habileté. C'est-à-dire aussi un combat avec des enjeux colossaux pour la lutte sénégalaise. L'objectif était que le combat se termine bien, quel que soit le résultat. Notre but était de gérer l'événement
Et nous voulions faire en sorte que le monde extérieur sache que la lutte peut encore mobiliser des foules pour faire revenir les sponsors et avoir des gains. Moi permettre ressources additionnelles yi ñuy séntu lu jëm ci sponsoring yooyu ñu mën ko di jot. Modou Lo, grâce à sa malice, a su arriver à bout de son adversaire Lac de Guiers 2. Et le Roc des Parcelles Assainies, c'est par la même occasion bien placé pour la suite de la saison de lutte. Nous parlons de billard à présent avec le comité national provisoire au Sénégal qui a clôturé sa saison hier avec un bilan positif de l'avis de son président. Son souhait rehausser la discipline au Sénégal. Ils se sont tous donné rendez-vous hier au centre culturel Blaise Senghor. Compte rendu signé Younous Diatta et Habib Faye. C'est dans une salle remplie de joueurs qualifiés en finale du Master que le comité national provisoire de billard a tenu la 8e édition du tournoi national des Masters. Selon le président, cette discipline se porte bien dans ce pays, avec la multiplication des salles de jeu. Le billard se porte très très bien. On a de plus en plus de pratiquants et la discipline s'est beaucoup vulgarisée depuis ces 5-6 dernières années. On a vu une floraison de nouvelles salles de billard et on découvre tous les jours de nouveaux arrivants dans le billard. Les finalistes, tous contents, se jouissent de l'organisation. Le billard, c'est un jeu qui n'est pas du tout facile. Ça demande pas beaucoup de concentration, calcul, etc. C'est un championnat que j'ai cherché tant d'années. Et vraiment, je peux dire que c'est l'occasion. Que du plaisir, hein? Parce que tout d'abord, le billard, c'est du plaisir personnel. Et puis, tout ce qui vient avec, c'est juste du bonus. Faire ici le billard sur le plan international, tel est le souhait du président. Nous allons essayer d'agrandir encore la famille, de faire connaître encore un peu plus le billard, vulgariser un peu plus, aller un peu plus à travers les régions, peut-être porter les compétitions régionales à 3 ou 4, espérons cette saison, et participer encore une fois à des Jeux internationaux, notamment Londres en 2018, en juin, et en fait faire grandir le billard. C'est clôturer la saison de billard. Le comité national provisoire va s'atteler aux préparatifs des compétitions de cette discipline pour rehausser le niveau des joueurs sénégalais. Merci à vous, Habib Faye. C'était tout pour cette édition de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans votre magazine Sport à la une avec Mam Fatoundo et Malal Junior Diagne. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.